Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, la confiance en soi. Mais attention, on va essayer de mettre de côté tous les clichés habituels. On va explorer ça sous un angle différent, beaucoup plus profond. Et si le manque de confiance, au fond, c'était pas un défaut, mais plutôt une blessure? Cette phrase, elle est puissante, non? Elle retourne complètement la perspective. Ça veut dire que le doute, ce n'est pas notre état naturel, c'est quelque chose qu'on a appris. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui s'apprend peut se désapprendre. Plongeons tout de suite dans cette première idée clé. Le but du jeu, ce n'est pas de partir à la recherche d'une confiance perdue, comme si on avait égaré ses clés. Non, l'idée, c'est plutôt de guérir une confiance qui a été endommagée, petit à petit. Et ce qui cause ces dommages, c'est souvent ce qu'on appelle des empreintes émotionnelles. C'est un concept vraiment intéressant. Ça veut dire que le manque de confiance, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est la conséquence d'expériences souvent vécues très jeunes qui ont laissé une trace qui continue d'influencer nos réactions des années plus tard. Et ces empreintes, elles viennent de situations très concrètes. La petite phrase qu'on a tous entendue, «Regarde ta sœur, elle y arrive», ou les moqueries dans la cour de récré. Ça peut sembler anodin, mais quand ça se répète, eh bien ça plante des petites graines de doute. Et ces graines finissent par germer et devenir des croyances bien ancrées, du genre je ne suis pas capable » ou «je ne suis pas assez bien». Et ça, c'est un point absolument crucial. Ces comportements de doute ou même d'auto-sabotage, à l'origine, ils n'étaient pas là pour nous nuire. C'était des stratégies, des mécanismes de défense pour nous protéger de l'humiliation, de l'échec, de la peine. Rien que de comprendre ça, ça permet de se regarder soi-même avec beaucoup plus de bienveillance. Bon, voyons maintenant comment ces blessures du passé résonnent encore aujourd'hui. Le plus souvent, elles prennent la forme d'une voix intérieure très très spécifique. Ah, on y est, le fameux critique intérieur. Cette petite voix dans notre tête, ce juge impitoyable qui commente tout ce qu'on fait. Mais le truc le plus important à intégrer, c'est que cette voix, ce n'est pas nous. C'est une voix d'emprunt. C'est l'écho d'un parent, d'un prof, d'une situation qui nous a profondément marqués. Cet exercice est génial pour visualiser le truc. D'un côté, on a la voix du critique, le démolisseur, tu vas encore te planter. Et de l'autre, on pourrait imaginer une voix de mentor, bienveillante, constructive. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette tentative? Le simple fait de savoir que ce deuxième dialogue est possible, c'est déjà un pas de géant. Et ce critique, il peut porter plusieurs masques. Il y a le perfectionniste, pour qui rien n'est jamais assez bien, le démoralisateur, qui attaque directement notre valeur, le catastrophiste, qui voit le désastre arriver à chaque coin de rue. Apprendre à reconnaître le sien, c'est la première étape pour comprendre ses propres schémas. Et là, c'est un vrai changement de perspective. Au lieu de combattre cette voix, on peut la voir pour ce qu'elle est. Une partie de nous qui a peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur d'être blessée. Elle essaye juste de nous protéger, même si elle s'y prend très, très mal. Alors, maintenant qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on fait de ce critique? Comment on interagit avec lui de manière plus saine, plus constructive? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voici un outil thérapeutique qui est d'une puissance folle, la dissociation bienveillante. L'idée, c'est de créer de la distance. Au lieu de fusionner avec cette voix, de croire que c'est nous, on s'adresse à elle, on lui parle. On peut littéralement lui dire « Ok, je t'entends, merci de vouloir me protéger, mais là, maintenant, c'est moi qui choisis et je décide d'y aller quand même. » C'est reprendre le volant. Comprendre, c'est bien, mais agir, c'est quand même mieux. Alors, voyons maintenant des outils très concrets pour commencer à nourrir et à rebâtir cette confiance au quotidien. Le premier est d'une simplicité redoutable, le journal des réussites. C'est de la neuroplasticité à l'état pur. Chaque soir, on prend 2 minutes et on note une petite réussite de la journée. Et quand je dis petite, ça peut vraiment être « j'ai pris une vraie pause à midi ». En faisant ça, on entraîne notre cerveau à changer son filtre, à arrêter de ne voir que ce qui ne va pas pour enfin remarquer ce qui a été accompli. Autre outil fascinant, qui vient de l'analyse transactionnelle, on a tous intégré dans l'enfance des messages contraignants, des sortes d'ordres internes comme « sois parfait »,« sois fort » ou « dépêche-toi ». L'exercice, c'est d'identifier les siens et de leur opposer consciemment des permissions. Face à « sois fort », on peut se donner la permission de se dire « j'ai le droit de demander de l'aide ». C'est libérateur. Et puis il y a l'ancrage émotionnel, une technique de la PNL. L'idée, c'est de créer un lien entre un geste physique simple, comme poser sa main sur son cœur, et un souvenir très fort de fierté ou de succès. En répétant l'association, le geste devient une sorte de déclencheur, un raccourci pour réactiver cet état de confiance quand on en a le plus besoin. Cette phrase résume parfaitement l'esprit de tous ces outils. Il ne s'agit pas de gagner une bataille une bonne fois pour toutes. C'est plutôt comme une plante. Il faut l'entretenir, l'arroser un petit peu chaque jour. C'est une pratique continue.
Et on arrive à la dernière partie qui est peut-être la plus importante de toutes. Parce que la confiance, en fin de compte, ça ne se pense pas, ça se vit. Ça se construit dans l'expérience, dans l'action. Le vrai moteur de la confiance, c'est l'action. Mais pas les grandes actions héroïques et spectaculaires. Non, c'est la somme de tous les petits pas, de toutes les petites sorties de sa zone de confort qui, mises bout à bout, construisent et renforcent ce sentiment de capacité, brique après brique. Et voici justement quelques exemples concrets de ces micro-défis. Des trucs tout simples, demander son chemin, exprimer une opinion calmement, dire non. L'objectif ici, ce n'est même pas de réussir. L'objectif, c'est d'avoir osé. C'est le passage à l'acte lui-même qui est la victoire. Chaque tentative est un muscle de plus pour la confiance. Quelle plus belle façon de conclure. La confiance, ce n'est pas toujours un cri de guerre, c'est souvent juste un murmure. Un essai timide, un pas un peu hésitant. C'est ce petit murmure qu'il faut apprendre à écouter, à respecter et à encourager. Et notre exploration se termine donc ici avec cette question. Ce n'est pas juste une question pour la forme, c'est une invitation à transformer tout ça en une action concrète, personnelle. Quel pourrait être ce tout petit pas vers le courage juste pour cette semaine? Quelle que soit la réponse, ce sera la bonne. Merci de votre attention.